la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, parle-moi donc du J-Proc. Oui, hey, quel titre hein, dans le Journal de Montréal ce matin, le roi du J-Proc. Mais le gypse ou le placoplâtre, pour les initiés, il y a vraiment des allégations dévastatrices qui le concernent. Écoute, voilà dans quelle zone on se trouve, là. Escorte, drogue dure, voiture de luxe pour Hugo Bernard, qui fait l'objet d'un article de notre bureau d'enquête, puis de Jean-François Cloutier, plus précisément, qui aurait du mal à payer ses dettes en raison de ce train de vie, disons-le, très luxueux, mais disons-le aussi autodestructeur. Écoute, au fond, là, si tu compares ça au film Le Loup de Wall Street, ça semble coller, là. Des escortes à profusion, la fête, consommation de drogue dure, répétée, Rolls-Royce, Ferrari, jet privé. C'est le propriétaire d'une grosse entreprise de gypse dans la région de Montréal qui faisait beaucoup de contrats. Sauf que là, il y a eu des problèmes. Il n'était plus capable de payer ses dettes et ça s'est retrouvé devant les tribunaux. Donc, les allégations que je te répète là, sont contenus dans une poursuite de 2 anciens partenaires d'affaires et leur compagnie d'1,3 million. On réclame à Groupe Bernard à peu près ce montant-là. Écoute, si ça fonctionne pas, sa compagnie, là, si c'est sous le bord de la faillite, est-ce que c'est parce qu'il y a moins de contrats ou c'est parce qu'ils dépensent trop? Ben, en tout cas, ça a tout l'air qu'ils dépensent trop. Et il aurait multiplié aussi les prétextes pour pas respecter ses obligations financières au fil du temps, nous dit ces mêmes documents. Il y a même un des créanciers qui a reçu un appel téléphonique très menaçant quand il a essayé de récupérer son dû à Bernard. Et ce que Francis Duchesne, l'un des créanciers, soutient dans la procédure, c'est qu'il est aux prises avec une véritable problématique de consommation de drogue dure en tout genre, qui est devenue systémique et quotidienne. Donc ça, c'est l'allégation d'un des poursuivants. Et ça fait en sorte, selon ce même poursuivant, qui est incapable de rembourser ses dettes. Faut dire qu'il y a des fonds publics là d'impliquer aussi dans tout ça. Selon la procédure, la Banque de développement du Canada détient une hypothèque légale sur le siège social du groupe Bernard. Voilà. Écoute, j'ai une petite parenthèse avant de passer à l'autre sujet. Christy, va-tu avoir des accusations portées contre Adil Sharkawi? On est encore dans l'enquête. Qu'est-ce qui attend? Le gars, il a dit ça devant des caméras. Il a dit les ennemis de Gaza devraient être annihilés, éradiqués, tués par Allah. Puis là, on est dans l'enquête. À un moment donné, c'était la police du SPVM, puis là, ils ont donné ça à GRC. Puis Christy, ils vont-tu à un moment donné déposer des accusations? C'est bizarre. C'est pas un chef qui est facile c'est pas un chef qui est, tu vas me dire, ça me semble évident avec les propos d'Adil Sharkawi que c'est de l'incitation à la haine. J'ai tendance à te rejoindre là-dessus que si ça, c'est pas de l'incitation à la haine, je sais pas ce que c'est de l'incitation à la haine. Cela dit en passant, le test des tribunaux pour ce genre d'accusation est peut-être un peu plus difficile à rencontrer que pour d'autres. Donc, les enquêtes, des fois, ça va te paraître un peu farfelu ce que je te dis, mais sont plus complexes qu'on le pense. Puis quand c'est la GRC, c'est encore plus long parce que le corps de police fédérale, c'est un très, très, très gros bateau à manœuvrer, puis on s'assure que mais ça moi, soit... je suis convaincu que si c'était pas un prédicateur religieux qui avait dit ça, si c'était Joe Blow, il y aurait eu des accusations tout de suite, mais là, on met des gants blancs jusque-là parce que c'est un monsieur, un prédicateur religieux, et là, on fait attention. Malheureusement, j'ai bien hâte que ça débouche. Il y a beaucoup de journalistes qui demandent, justement, coudonc, allez-vous poser des accusations? Et là, je sais pas, on n'a pas de réponse à ça. Tu veux me parler de la révolte des gangs de rue à Québec? Oui. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe à Québec, hein? C'est un tournant dans l'histoire régionale. Tu sais qu'on parle beaucoup en politique de particularité régionale, hein, quand on est un gouvernement. À Québec, là, dans le crime organisé, c'est une particularité régionale, mais que l'on n'a pas vu depuis près d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre des motards. La guerre des motards, là, 95, 2002, 3, c'était les Hells Angels qui se battaient pour avoir le contrôle exclusif de la vente de drogue sur le territoire, dans toute la province du Québec.
Ils ont combattu des gangs de motards ennemis et des indépendants. Alors, à Québec, aujourd'hui, c'est une guerre qui recommence entre des Hells Angels et des indépendants dont font partie des gangs de rue, dont font partie aussi des petits caïds canadiens-français, pour caricaturer. Oui. Et tu sais, des gars comme qui ont des surnoms très français, comme le Pic-sur-Mel, puis comme Sarto, puis l'autre. Tu sais, ce qui est en train de se passer, au fond, c'est que les gangs attaquent les Hells Angels. Et ça a donné lieu au meurtre hier de Michel Guérin, dont le surnom est Doune. C'est un des surnoms qui me fait plus rire dans le monde. Okay. Y a-tu quelqu'un qui est embauché pour donner des noms aux motards? Fait qu'on sait qu'il y a Balloon. Il y en avait un qui s'appelait Pas Fiable. Ouais. Te souviens-tu? Il était pas fiable. Oui, Normand Pas Fiable Hull. Ouais. Pas fiable. Et lui, c'est Doune. Est-ce que c'est le frère de Guy? Est-ce que c'est le frère de Guy Doune? Oui. Excusez-moi. Ou de Doux. Merci. Mais bon, alors c'est bon. Alors, mais bon, Michel Guérin est assassiné hier alors qu'il sortait de chez lui. C'était un gars, on pourrait le décrire comme l'arbitre Guérin. Il a été, lui, président d'un club de motards qui s'appelait les Mercenaires à l'époque, dans les années 80, fin 80. Puis, quand plusieurs des mercenaires sont passés pour le compte des Hells Angels, sont devenus membres en règle des Hells Angels, lui, il n'a pas suivi. Il est donc jamais devenu un Hells Angels. Il a fait des sentences de prison aux États-Unis, au Canada, puis il est libre depuis 2019, mais il a toujours été très, 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 très près des achats, comme on dit, dans ce milieu. Maintenant que ça s'est dit, quand je te dis là, qu'il arbitrait, il faisait pas qu'arbitrer, il collectait aussi. C'est un collecteur d'argent. C'était un courtier même en importation de drogue. Et voilà, il a été abattu présumément par des ennemis qui viennent de ce courant indépendantiste chez les trafiquants de drogue. Mais écoute, habituellement, ce genre de truc-là, c'est à Montréal que ça se passait. Les gens de Québec regardaient Montréal en disant « c'est épouvantable, la criminalité à Montréal ». Ben là, je veux dire, c'est pas mieux non plus dans cette région-là. Là. Ben, en tout cas, depuis 6 mois, là, il y a eu plusieurs événements violents. Ça brasse énormément. Et quand je te dis, là, si tu veux que je te détaille un peu c'est quoi la guerre des indépendants, c'est qu'au fond, les Hells Angels ont une politique provinciale, que les gens qui vendent des drogues sur leur territoire, ils les tolèrent. Ça peut être des indépendants, mais par contre, dans plusieurs cas, ils doivent s'approvisionner chez les Hells Angels, donc acheter la cocaïne des Hells Angels et, qui plus est, leur verser aussi 10% des recettes de leur commerce illicite. Donc, c'est une situation de quasi-monopole pour les Hells Angels partout au Québec. Et là, dans la région de la capitale nationale, on est en train de briser ce monopole-là. Et c'est une situation, tu as absolument raison, ton affirmation est tout à fait réelle. Oui. Si cette dynamique avait cours à Montréal, ça serait pas toléré présentement. Là. Les Hells ne pourraient pas être contestés à Montréal. Ils sont trop forts. Sauf que le chapitre de Québec, avec Éric Thibault, il est moins fort. Il est moins fort. Mais il est moins fort parce qu'il est plus vieux aussi. Il y a des gens là, qui sont qui sont près de la retraite criminelle dans ça. Là. Et puis, ce que les policiers disent, c'est qu'ils n'ont pas suivi leurs affaires dans la rue au cours des derniers mois, qui ont laissé un peu s'envenimer ce conflit. Et là, ils paient pour, au fond. Fait que là, attends une minute, là, c'est un peu l'équivalent de Tasse-toi mon oncle ou Hockey Boomer. Là, c'est-à-dire les jeunes, les gangs de rue qui arrivent, là, puis les Hells, vous êtes une gang de vieux, tassez-vous de là, la jeune génération arrive. C'est un peu ça, c'est un peu Boomer. Oui, c'est un peu ça. Il y a plusieurs Hells Angels, dont Mathieu Pelletier, le fils de Tom Pelletier, c'est un membre fondateur du chapitre de Québec qui a été visé par des tirs d'armes à feu en mars dernier. En août, la voiture de Dominique Simard, qui est mieux connu sous le nom du rappeur Fou Furieux, mais il est membre du Club École des Hells, lui, dans le coin de Québec. Sa maison aurait été incendiée. 2 bâtiments en Beauce qui ont été la proie des flammes. Puis les locataires de l'immeuble sont liés à des Hells Angels. Alors voici, tu sais, c'est vraiment, tasse-toi mon oncle, t'as raison, c'est une attaque en règle. Oui. Alors, c'est la preuve là, que le fameux code d'honneur, comme quoi là, il y avait la mafia, les Hells, les gangs de rue, tout le monde se respectait les uns les autres, respectait la hiérarchie. Ben, ça prend le bord dans la région de Québec. On va s'en reparler, bien sûr. Bonne journée, Félix Séguin. Salut. OK, bonne journée, bye.